Agression rwandaise. La feuille de route de Luanda impose aux belligérants un cessez-le-feu, mais la détermination des Wazalendo doit continuer à faire la guerre contre les M23 soutenus par le Rwanda expose-t-il la RDC aux sanctions internationales? Madame, Messieurs, nous allons aussi parler présidentielle en RDC. La Cour a été saisie en invalidation de la candidature de M. Félix Tshisekedi. Quelles conséquences pour l'actuel président de la République qui est aussi candidat à sa propre succession? Tête à tête reçoit pour vous Maître Richard Mpinda. Voilà. Vous êtes cadre de l'UDPS et candidat à député national. Merci de nous recevoir, merci de nous donner cette occasion de pouvoir nous exprimer sur les questions qui touchent l'actualité et par conséquent le bon fonctionnement même des institutions de la République. Très bien. Et d'une part, nous parlons de la situation de la guerre à l'est de la République et d'une autre part, nous parlons aussi du processus électoral dont nous faisons tout que nous en sommes partis. Voilà pourquoi vous avez même dit que nous sommes candidats député national dans la circonscription de Moamba. Alors, phénomène Wazalendo, comment vous l'appréciez? Moi, je suis d'avis, je soutiens les Wazalendo, je soutiens leur démarche parce qu'elle est une démarche constitutionnelle. Vous vous référerez à l'article 64 de la Constitution qui demande à tout Congolais de faire échec à un groupe d'individus ou au groupe d'individus qui exercent ou qui voudraient s'accaparer du pouvoir par d'autres moyens ou par la force, si vous voulez bien. Et donc, le M23 qui réclame un dialogue pour accéder aux institutions, mais ce n'est pas une voie qui est prévue. La voie qui est prévue par excellence pour accéder, d'ailleurs la voie par excellence que nous adoptons. Nous disons que nous sommes prêts ou que nous sommes disposés pour le renouvellement de la classe politique et nous pensons qu'il faille passer par les élections. C'est-à-dire qu'ici, ils veulent gérer les institutions de la République, qu'ils adhèrent au processus électoral en cours et non pas trouver des moyens, des occasions de faire pression sur les institutions en place pour accéder aux institutions par de conciliabules et des arrangements. Je pense qu'à ce niveau-là, ce temps est largement dépassé et que la démarche entreprise par les Wazalendo, c'est une démarche patriotique qui demande à ce que tout le monde le soutienne. Donc, en ce qui me concerne moi, je soutiens la démarche des Wazalendo. J'aurais souhaité même que le pouvoir en place, c'est-à-dire le régime en place, puisse éventuellement fournir des armes. Mais malheureusement pour eux, ils sont tenus par le respect des accords auxquels nous avons pris part. Comme nous sommes respectueux des accords, on va observer le cessez-le-feu. Alors, vous soutenez les jeunes patriotes Wazalendo sur base de l'article 64, mais vous ignorez aussi que c'est la même loi qui condamne l'organisation d'une milice. Non, vous savez, la milice, oui, elle tend à préserver des individus. Je crois que c'est l'article 185 ou quelque chose comme ça, je crois, qui interdit l'organisation d'une milice. Les Wazalendo ne sont pas une milice. Les Wazalendo, c'est un mouvement d'autodéfense. Mouzé l'a dit, nous sommes Congolais. On parle de 12 millions de Congolais qui sont morts. Et cette situation doit continuer comme ça. Je dirais que nous sommes soit sous les joues du droit international, mais cela pose préjudice par rapport au bien-être des Congolais. Vous savez, le principe, il est posé. Il y a encore un autre principe qui les dédouane. C'est-à-dire que lorsque vous êtes praticien de droit ou que vous êtes juriste, vous comprenez qu'il y a un principe qu'on appelle l'état des nécessités. En principe, pour qu'il soit poursuivi, soit pour s'être organisé en milice, ou soit pour s'être organisé en mouvement d'autodéfense, il faille à ce que l'on puisse apprécier. Si aujourd'hui ou demain, les Wazalendo étaient devant un juge, le juge va apprécier pour voir quelle est la valeur qu'ils ont préservée. Ils ont préservé la valeur de l'intégrité territoriale, ils ont préservé la valeur, la sécurité des biens et personnes, et donc, à ce moment-là, un juge sérieux va les exonérer, parce qu'on appelle ça cause d'exonération. Vous voyez ça? Et donc, ce qui voudrait tout simplement dire qu'ils ont l'état des nécessités qui les protège. C'est un principe de droit qui protège ceux qui agissent pour l'intérêt général. En des termes beaucoup plus banals, prenons une maman avec 5 enfants. Cette maman a fait 10 jours avec ses enfants sans manger. Imaginez les enfants qui sont encore au bas âge. De peur qu'ils ne meurent, cette maman va voler un pain pour donner à ses enfants. Lorsque vous êtes devant un juge, le juge apprécie la valeur qui devait être préservée, c'est-à-dire la vie.
Et ici, les Wazalendo, en tant que patriotes, ils préservent la valeur fondamentale, la vie, qui est... on ne peut pas discuter avec ça. On ne peut pas échanger à autre chose. On ne peut pas tâtonner non plus. L'acte que posent les Wazalendo mérite le soutien de tout le monde. Alors, ils sont contrôlés par qui? Puisqu'on a peur que, déjà cela a commencé, qu'ils s'affrontent entre eux en pleine ville, jusqu'à mettre en débat, en confusion les populations de l'Est. Je ne saurais pas vous dire qui contrôle les Wazalendo, de la même manière que je ne saurais pas non plus vous dire qu'est-ce qui contrôle les patriotismes. Je dirais tout simplement qu'ils ont le sentiment que j'ai, c'est-à-dire de préserver l'unité nationale, de préserver l'intégrité territoriale de la République. Et donc, je me contente de ça et je les soutiens. Et je pense qu'ils suivront le conseil pour ne pas se battre entre eux, mais plutôt de continuer l'ouvrage, l'œuvre qu'ils sont en train de faire, éventuellement d'aller bouter l'ennemi en dehors du pays et de faire mieux même. Donc, c'est-à-dire d'aller au Rwanda, de renverser le régime en place, pourquoi pas éliminer c'est votre souhait. Mon vœu le plus ardent. Mon vœu le plus ardent, qu'ils aillent même jusqu'au Rwanda, qu'ils renversent les institutions en place, parce qu'il ne faut pas oublier. Le problème, c'est le Rwanda. Le problème, c'est Kagame. Ce n'est pas le Tutsi. C'est Kagame et son régime. Et donc, par là, je voudrais tout simplement, parce que j'essayais de tenir le même discours ailleurs lorsque je disais qu'il faut abattre le Rwanda, on dit, mais il ne faut pas souhaiter la mort. Moi, je souhaite cette mort-là. Si elle peut ramener la paix en République démocratique du Congo, je la souhaite. La mort de Kagame. De Kagame. Et le renversement de son régime. Donc, on dit, mais tout ce que vous dites, j'ai dit, mais les Américains, ils ont mis à tête l'autre... Ben Laden. Ben Laden. Ils ont mis la tête de Ben Laden à prix. Ils ont souhaité la mort. Mais en tenant des termes autres plutôt, j'allais dire. Et donc, c'est pour dire tout simplement que ce qui nous fait mal, c'est la continuation de cette instabilité de l'Est de la République, parce que ça nous prend nos économies, c'est-à-dire que moi, je paye l'impôt, et en payant l'impôt, c'est ce qui va faire la guerre là-bas. On pouvait construire encore davantage des hôpitaux, on pouvait faire beaucoup d'autres choses qui pourraient profiter à notre population. Mais s'il faut en finir par la guerre et le renversement du régime de Kagame, et aussi abattre Kagame, eh ben je suis tout à fait d'accord et je soutiens cette philosophie-là. Très bien. Alors, le patriotisme nous demande à ce qu'on ait des tenues, des FARDC avec les armes. Où trouve-t-il cette logistique? J'ai appris qu'ils avaient volé. Je les encourage à continuer de voler comme ça. Mais pendant ces temps, il y a le Rwanda qui considère les Wazalendo comme étant une milice gouvernementale mise en place par Jean-Pierre Bemba principalement pour faire fi des accords que la RDC a signés. Non, mais si le Rwanda pense ainsi, à un moment donné, nous avons pensé que le M23 était... nous continuons encore de le penser, que le M23 était les suppôts du Rwanda. Quelle a été la réaction du Rwanda? Ils ne reconnaissent pas. Nous ne reconnaissons pas non plus. Nous, en tant que gouvernement, nous ne reconnaissons pas non plus les Wazalendo. Nous encourageons, nous soutenons. Moi, je soutiens la démarche de Wazalendo. Moi, j'encourage ce que fait le Wazalendo. Mais le gouvernement a dit, moi, je me fie à mon gouvernement. Mon gouvernement a dit qu'ils n'ont aucun rapport avec le Wazalendo. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Que je croie le Rwanda par rapport à mon gouvernement? Je fais confiance au gouvernement de la République. Je suis congolais. Et je sais que le gouvernement de la République démocratique du Congo est un gouvernement sérieux. Et c'est un gouvernement qui respecte les accords internationaux. Nous avons été à Luanda, nous avons été à Nairobi, nous avons signé les accords et nous les observons. D'ailleurs, vous n'entendez même pas un coup de feu de FARDC, ce qui voudrait dire que nous sommes respectueux des accords internationaux et nous continuerons à les respecter tels quels. Parce que la République démocratique du Congo, elle est sérieuse. Quant à ce que dit le Rwanda, c'est son affaire. Comme on dit chez nous, actori incubit probatio, c'est-à-dire la charge de la preuve incombe à celui qui allègue les faits. Demandez à Kagame, à qui que ce soit d'autre, de prouver ce qu'ils allèguent, tout simplement. Vous balayez l'hypothèse selon laquelle la RDC courrait les risques des sanctions internationales. J'ai dit que la République démocratique du Congo ne pourrait être sanctionnée par qui que ce soit, parce que la preuve n'existe pas. Même si la preuve devait exister, il faudrait la déférer devant une juridiction compétente pour éventuellement attester que tout cela était vrai. Parce que, vous savez, aujourd'hui par exemple, j'ai suivi un communiqué de l'EAC qui dit que le Rwanda tire des obus sur les camps qu'occupe l'EAC à partir du Rwanda. J'ai dit, mais c'est une blague.
ils donnent ces communiqués-là, mais pourquoi ils ne prennent pas des sanctions? En principe, on devait sanctionner le Rwanda. Ou que c'est une version, c'est une traquenard, juste pour nous dire, bah, écoutez, d'ailleurs, nous, là, avec eux, on ne coopère pas. Ils sont ensemble. L'UAC se bat à côté du M23 et les FDR. Et donc, je pense que les sanctions ne peuvent pas tomber sur nous, parce que nous, République démocratique du Congo, nous respectons le droit international. Nous respectons les traités internationaux signés sur cette question de l'instabilité à l'extérieur. Processus électoral. Maintenant, là, les regards de tous les candidats présidents de la République sont tournés vers la Cour constitutionnelle. Il y en a qui la saisissent pour obtenir l'invalidation de l'un ou de l'autre. Comment vous appréciez d'abord ces genres des hypercutes qui se font entre candidats? Vous savez, ça doit faire plaisir. Lorsque vous êtes dans un État comme le nôtre, et que vous apprenez le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi, se voit, se voit initier une action en justice contre lui en invalidation, dites-vous que c'est un grand homme qui est à la tête de ce pays-là. On ne pouvait pas l'avoir sous Joseph Kabila, on vous aurait tué déjà. On ne pouvait pas l'avoir sous Mobutu. On ne pouvait même pas l'avoir sous Mouzé. Même pas sous Joseph Kasavubu. C'est-à-dire que la démocratie, l'état de droit, même ceux qui disent, curieusement, je suis très ravi, lorsque je vois cette Kikoun qui dit, en République démocratique du Congo, il n'y a pas de démocratie. Tshisekedi, c'est un dictateur et tout ce que vous voulez. Mais c'est même cette Kikouni qui initie une requête en invalidation. Ce qui voudrait dire qu'il croit en quelque chose. Il croit au résultat qui sortirait de là. Curieusement, ce sont ceux qui disent que, bah, écoutez, la Cour constitutionnelle, elle est truffée, la Cour constitutionnelle est ce qu'elle est, la Cour constitutionnelle, elle est à la solde de Tshisekedi. Mais curieusement, ce sont les mêmes personnes qui vont vers cette Cour constitutionnelle. Ce qui démontre à suffisance que ces gens ne sont pas vrais. Comment j'apprécie? J'apprécie énormément cette démarche. J'ai dit, cette Kikouni nous donne raison, parce que nous sommes en démocratie. Il y en a de ceux qui critiquent, il y en a de ceux qui initient d'ailleurs des actions contre le président en exercice. Nous sommes en Afrique. Donnez-moi quel pays en Afrique où telle démarche a été déjà entreprise. Mais la démarche, ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est les résultats. Non. Après, est-ce que la Cour saura invalider M. Félix Tshisekedi? Nous posons les prémices. C'est-à-dire que prendre la latitude de les faire, c'est déjà... Je veux vous prendre un cas. Nous sommes sous Kabila. Alexis Tambwe-Mwamba prend une décision pour dire que Moïse Katumbi n'était pas éligible. Non, pas éligible, qu'il n'était pas congolais. Ce qui voudrait dire qu'il est écarté. L'arrêté existe. Et donc, M. Moïse Katumbi devrait, en principe, lorsqu'on prend telle décision, initier une action en justice contre la décision prise, c'est-à-dire au Conseil d'État, en annulation. Requête en annulation de cette décision qui avait été prise. OK? Oui. Rien n'a été fait. C'est maintenant que vous pouvez goûter à la saveur d'un état de droit sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si vous faites un constat, c'est que maintenant, les juges travaillent. Ils ne vous pondent plus des décisions qui violent la loi. On vous pond des décisions qui sont conformes aux lois de la République. Moi, praticien de droit, j'apprécie cela. J'ai dit que hier, vous savez, lorsque vous êtes dans l'exercice de la profession d'avocat, vous comprenez qu'avant, on faisait du copier-coller. Les magistrats, les sièges, les juges avaient la latitude de prendre la note des plaidoiries des avocats, juste du copier-coller pour éventuellement donner sa décision. Mais aujourd'hui, les magistrats travaillent, ils font fonctionner leur ménage. C'est-à-dire, lorsqu'ils vous donnent une décision, ils motivent la décision. Je vous prends par exemple, les uns et les autres disent que c'est une contradiction lorsque Kalouba et Kamuleta prennent des décisions divergentes. Sur le dossier Matata. Sur le dossier Matata. Les uns disent que c'est une contradiction. Mais moi, j'ai dit non. Parce que lorsque vous lisez, vous vous rendez compte que l'un a condamné un ancien, il a parlé plutôt d'un ancien Premier ministre, et l'autre a parlé d'un Premier ministre en fonction au moment de la commission de l'infraction. C'est-à-dire que c'est du bon droit. C'est maintenant que nous pouvons lire les textes, les jugements qui sont rendus dans leur exposé des motifs, vous vous rendez compte que le bon droit a été dit.
J'en viens maintenant. Oui, oui. Autrement dit, vous voulez aussi, oui, tout en appuyant cette démarche, vous voulez nous dire que ça peut aboutir. Non, pas du tout. La démarche ne pourrait pas aboutir. Quelles sont les raisons? Oui, oui. Lorsque nous parlons droit, nous parlons de la compétence aussi. La compétence personnelle, la compétence matérielle et la compétence légale. Je pars du principe que la CENI, qui est un organe technique et administratif quant au déroulement des élections, il demande aux gens de déposer des dossiers. Lorsque on dépose des dossiers à la CENI, la CENI vérifie si tous les dossiers sont là. C'est ce que fait la CENI. C'est ainsi qu'il vous dit, j'établis une liste provisoire. Après cela, la CENI envoie les dossiers des candidats à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est compétente pour examiner la légalité, la conformité aux lois relatives à la CENI, en fait la loi électorale, les dossiers qui ont été soumis à sa disposition. C'est ainsi que la CENI vous dit liste définitive. Maintenant, il se pose un problème. Cette Kikouni saisit la Cour constitutionnelle en invalidation du candidat Félix Antoine Tshisekedi, parce que selon cette Kikouni, il y a eu fraude. Il y a eu une fraude. J'ai suivi même les différentes allégations. J'ai suivi beaucoup de débats ça et là. J'ai dit, mais est-ce que ces gens ils comprennent ce qu'ils disent ou pas du tout? La compétence matérielle de la Cour constitutionnelle en matière électorale, elle ne parle que des élections. Ici, c'est clair, on dit contentieux électoral. Mais il y a une question. On dit pour fraude. Qui a constaté cette fraude-là? Cette Kikouni dit fraude. Et, comment dire, affichage, je crois, pirate ou quelque chose comme ça. Il dit fraude. La fraude, c'est un fait pénal. Et ce fait pénal est de la compétence du juge pénal. Si cette Kikouni était une personne avertie, si cette Kikouni était quelqu'un de... disons initié. D'initié, bon, je ne dirais pas initié parce qu'il a été à côté des personnes initiées, c'est-à-dire que il a été avec des avocats, parce que chez nous on dit apportez-moi les faits, moi je vous apporte le droit. Alors, il aurait dû, s'il était sérieux, c'est ce que j'allais dire dans sa démarche, il aurait dû d'abord saisir le juge pénal pour demander au juge pénal de faire constater la fraude. Et à l'issue duquel il va devant la Cour constitutionnelle, il dit « Monsieur le Président, vous devez l'invalider parce qu'il y a eu fraude. » D'ailleurs, il a été condamné pour fraude. À ce moment-là, il obtient gain de cause. La démarche telle qu'entreprise ici, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux électoral ne peut pas se prononcer sur une question qui ne le concerne pas. C'est-à-dire que la fraude ne le concerne pas. La Cour va dire à cette Kikouni que votre action est recevable, mais non fondée. C'est de la même manière que je dirais, je vous ai dit tout à l'heure ici, excusez-moi de le dire comme ça à notre aventurier, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus d'aventuriers en politique, on a plus des aventuriers en politique que des hommes sérieux. Allez-y. Moi, je ne sais pas, en fait, comment les gens refusent de réfléchir. Je prends le cas de Noël Tiani. Je suis d'accord avec lui sur l'option de père et de mère. Je suis d'accord avec monsieur Noël Tiani pour que Moïse Katumbi n'accède pas à la fonction présidentielle. Parce qu'on ne peut pas laisser n'importe qui y aller. Et surtout si vous avez des souches compliquées comme Moïse Katumbi. Et donc, mais ce n'est pas ce qui fait de lui n'importe qui. C'est un ancien gouverneur de ce pays. C'est encore une bourde que nous devons assumer. C'est là où se pose un problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à Moïse Katumbi qu'il n'est pas congolais parce que nous avons fait de lui gouverneur. Nous avons fait de lui député national, élu député national et député provincial. Laissez-moi y aller, je sais où je vais venir. Oui. Je sais où je vais venir. qu'on rentre d'abord. Non, laissez-moi y aller d'abord. Ok, allez. Je sais que ce que Noël Tiani fait, c'est en rapport avec Moïse Katumbi. Laissez-moi y aller. On ne peut pas le dire de Moïse Katumbi. Ok? Pourquoi? Parce que Moïse Katumbi,
C'est quelqu'un qui a évolué dans les institutions de la République. Mais cependant, il se pose un problème. Entre 2000 et 2017, Moïse Katumbi a détenu la nationalité italienne. Par la voie officielle, les ministres de la Justice l'a dit. Par la voie officielle, Jeune Afrique a fait une publication là-dessus pour dire que monsieur était italien à une certaine période. À une certaine période. Mais que dit ici? Il faut maintenant interroger le loi de la République. L'article 10 de la Constitution dit que la nationalité congolaise est une exclusive. Ce qui voudrait tout simplement dire qu'on ne peut pas détenir concurremment la nationalité congolaise d'une autre nationalité. Lorsque telle chose arrive, vous perdez d'office la nationalité congolaise. C'est le cas de Badibanga, Christian Badibanga. Non. Sami Badibanga, qui détenait double nationalité. En fait, chez nous, la double nationalité n'existait pas. Il détenait concurremment la nationalité congolaise d'une autre nationalité. Et il a perdu d'office la nationalité congolaise. Jusqu'à ce que déjà Premier ministre. Non, mais il a été nommé. Voilà. Il avait le choix entre renoncer à une de deux nationalités. C'est ce qui avait été fait. Maintenant, Katumbi est dans cette situation-là. Voilà pourquoi j'ai cité Noël Tiani. J'ai dit, ben, c'est de l'aventure ce qu'il fait. Il vous dit, pour preuve, il prend l'article de Jeune Afrique. Pour dire qu'il va aller... Non, l'article du Jeune Afrique n'est pas un jugement, n'est pas une décision qui déchoit, même pas une décision administrative. C'est un article. C'est une information que l'on donne. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, pour se faire, si ces gens sont sérieux, je pense que c'est lui qui même y a initié l'action contre Moïse Katumbi, une autre personne qui l'a initié. Il doit avoir l'arrêté ministériel qui déchoit Katumbi. S'il ne l'a pas, la candidature de Katumbi passe. Vous voyez ça? S'il ne l'a pas, la candidature de Katumbi passe. Donc, on peut beau dire ce qu'on veut, mais le droit est celui-là. Donc, vous condamnez la démarche initiée par ces différents candidats. Je ne condamne pas la démarche initiée par les différents candidats. Je condamne les manques de sérieux de ces différents candidats qui distraient la population inutilement. Mais les faits sont vrais. C'est Kikouni. Les différents faits sont vrais. Non, je ne dis pas ça. Ok, allez-y. La véracité de vrai, c'est devant le cours des tribunaux. C'est l'arrêté du ministre de la Justice, d'antan, Alexis Thambwe Mwamba. Pour ce qui est du chef de l'État, il faut le juge pénal. Et ici, pour saisir le juge pénal, il faut passer par le parquet. Ils ne l'ont pas fait. Quel est l'intérêt de distraire les gens inutilement parce qu'on sait que la démarche entreprise pour invalider la candidature du président Tshisekedi ne marchera pas, ça ne passera pas. Ça ne passera pas tout simplement parce que il n'y a pas un acte qui atteste qu'il y a eu fraude. Prenons par exemple. Vous êtes sidatique. Moi, je vous dis tel quel. Nous sommes à la télé, je dis, ah, mais vous posez un sida, tout ça, vous prenez. OK? Mais il ne suffit pas de le dire pour que ça soit vrai. De la même manière qu'ils disent que le chef a fraudé. Mais il faut prouver qu'il a fraudé. Pour le faire, il faut aller devant un juge. Est-ce qu'ils sont allés voir un juge? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils se réveillent, ils fantasment, ils disent, bah, écoutez, je vais initier une action en justice. Et la population dit, mais j'ai dit, mais c'est du n'importe quoi, voilà. Très bien. De la même manière, OK. Monsieur Noël Tiani, il dit, bah, écoute, je vais aussi initier une action. Vous voyez ça? Mais lorsqu'il y va, il apporte comme preuve, il dit, article de Jeune Afrique. Quelle est la nature de cet article-là? Quelle est la valeur juridique de cet article-là? Il y fallut apporter l'arrêt qui annule ou qui retire la nationalité congolaise à Moïse Katumbi. À ce moment-là, vous avez un élément, une décision qui existe déjà. Parce que lorsqu'on pose les conditions de l'article 104 de la Constitution, plutôt de la loi électorale, il dit des nationalités congolaises. La preuve de nationalité congolaise, c'est les certificats. Maintenant, vous venez avec une preuve. Non. Ces certificats-là, c'était déjà annulé. Voilà la décision. On vérifie la nature de la décision, on se rend compte, ah non, ce qu'il dit est vrai. À ce moment-là, on retire sa candidature. Et on le poursuit même pour usurpation de la nationalité congolaise. Très bien. Alors, on change de sujet. Bon, on reste dans le même chapitre, mais tout en évoquant les cas de M. Katumbi. Avec vous, dans ce pays, en 2017, disons 18, on a été contre le FCC pour dire que les stratégies qui étaient utilisées contre Katumbi étaient de l'acharnement politique. Et aujourd'hui, c'est le FCC qui dit de vous que vous faites aussi de l'acharnement politique contre Katumbi. Je crois que votre conclusion... En utilisant les mêmes arguments. Non. Votre conclusion à vous, elle est fausse. Pourquoi? Parce que le président Tshisekedi est intervenu sur le cas Katumbi. Il a dit ceci. Il a dit,
je pense qu'il faut d'abord que Katumbi revienne au pays et nous allons examiner son cas. Il n'a pas dit qu'il y avait acharnement. Non, pas du tout. Il a dit que nous allons examiner. Examiner, c'est quoi? Mais c'est que Katumbi initie d'abord une action. C'est là où j'ai dit qu'il y a un problème. Il y a deux possibilités, deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que soit Katumbi, c'est un paresseux, parce que lorsqu'on prend pareille décision, ce qu'il devait faire, c'est quoi? Initier une action en justice, en annulation devant le Conseil d'État. Deuxièmement, il pouvait, éventuellement, lorsque la nationalité vous est révoquée, vous pouvez, comment dire, introduire une requête en recouvrement de la nationalité. De ces deux choses, rien n'a été fait. Une autre hypothèse, politique cette fois-là, parce que selon certaines voix que j'entends dire ça et là, même l'arrêté n'existe pas, n'existerait pas. Même l'arrêté n'existerait pas. Alors, voilà ce qui me conduit à cette hypothèse ici. Ou alors, Joseph Kabila, c'est un allié de Katumbi. Parce qu'il ne faut pas oublier, et Katumbi et Joseph Kabila, ils ont un parrain en commun, c'est-à-dire Kagame. Parce que Katumbi a été recruté en Afrique du Sud pour servir la cause rwandaise. Katumbi a des intérêts au Rwanda, c'est-à-dire qu'il a des comptoirs, ça et là, ici, de suite, au Rwanda. C'est-à-dire que Katumbi est de ceux qui pensent que la guerre doit continuer pour continuer à exploiter illégalement, pour que les comptoirs de coltan et de tout ce que vous voulez au Rwanda puissent continuer à fonctionner, que lui, il empoche de l'argent. Et donc, si nous partons de cette logique-là, vous conviendrez aussi avec moi que Katumbi n'a jamais déclaré ouvertement que condamner le Rwanda. Ça n'est jamais arrivé. Vous voyez ça? Et donc, si nous prenons tous ces éléments-là, je dirais tout simplement que en 2015-2016, lorsque on a commencé à faire des problèmes à Katumbi, ce n'était pas parce qu'ils en voulaient. C'était tout simplement pour le préparer. En fait, une façon de lui donner de la notoriété, du crédit, pour qu'il se présente soit en 2023 comme maintenant, ou carrément qu'il se présente en 2028. Et donc, je pense que c'est soit une traquenard qui a été organisée telle qu'elle, surtout si s'avérait que l'arrêt en question n'existe pas. L'arrêté ministériel en question n'existe pas. Il faut fouiner. Non, fouiner n'est pas un problème. Vous savez, on dit notre administration telle qu'elle. Les gens se retrouvent facilement. C'est-à-dire que vous pouvez ressortir un document qui date de telle ou telle année. Voilà. On peut dire tout ce qu'on veut, n'est pas numérisé, tout ce que vous voulez, mais on peut retrouver un document officiel. Et je pense qu'un arrêté à peine ici, 2016, oui. C'est encore récent. Quand on veut fouiner, on arrive à ressortir même des choses. Prenons le cas de l'autre ici, c'est comment encore son Edi Kapend. Moi, j'ai émis une hypothèse, une thèse, qui est vraie d'ailleurs. J'ai dit, qui peut me brandir? J'ai défié la République pour dire, qui peut me brandir les jugements condamnant Edi Kapend? Personne n'a même une bride, hein. Même pas un texte. Les gens m'ont brandi plutôt des vidéos de Moïse Katumbi, plutôt condamnant, les vidéos condamnant, pas condamnant, prononçant les jugements condamnant Edi Kapend. Vous voyez ça? Mais l'écrit n'existe pas. Parce que le tribunal ne s'est pas donné la peine de rédiger ces jugements. Mais dites-moi, en vertu de quoi le parquet a exécuté ce jugement? Parce qu'il faut un écrit. Il faut que le parquet soit aussi notifié. Il faut que Edi Kapend soit aussi notifié pour recourir à d'autres voies. J'ai compris ceci. Parce qu'on voulait garder Edi Kapend en prison, qu'est-ce qu'ils ont fait comme démarche? Ils ont fait volontairement et expressement de ne pas rédiger les jugements. Ce qui fait que Edi Kapend, si aujourd'hui on lui dit vous êtes condamné, on lui posera la question de savoir de brandir les jugements. Ça n'existait pas. C'est ainsi qu'Edi Kapend ne pouvait pas recourir aux instances internationales pour éventuellement faire entendre sa voix. Demander s'il faut qu'on casse ces décisions-là. Il a été, comment dire, à la Commission africaine des droits de l'homme. On lui a dit où est les jugements. La partie République démocratique du Congo, à l'époque, on dit non, on l'a condamné. Vous l'avez condamné, les jugements, il est où? Très bien. Alors, maître, nous devons terminer. On parle de vous. Vous êtes candidat à Moamba. Je suis candidat à la circonscription de Moamba. Très bien. Avec comme élément
des campagnes ou disons comme conviction déjà les bilans le renouvellement de la classe politique. Oui, ça c'est le thème principal. Pour beaucoup, c'est un ancien évangile, le renouvellement de la classe politique. Comment vous comptez vous y prendre pour arriver à cette fin? Pour y arriver, j'essaie de réfléchir autrement. J'ai dit, qu'est-ce que je propose aux consommateurs? Ici, la population, c'est le consommateur. Je suis un produit. Je dois leur dire, c'est quoi les deals avec la population? Qu'est-ce que je suis censé faire? Nombreux sont ceux qui viendront vers la population pour leur dire, Tshisekedi a échoué. Oui, Tshisekedi a échoué ou que Tshisekedi aurait échoué. Mais qu'est-ce que vous proposez en contrepartie pour éventuellement accéder à ça? Nous avons vu certains des candidats qui, eux, au lieu de, plutôt des députés, au lieu de produire, parce qu'au Parlement, on n'insulte pas. Très bien. On ne critique pas les échecs des autres. Il faut produire. Au Parlement, on produit un travail. On appelle ça production législative. C'est-à-dire que le moment n'est pas, peut-être pas, je vous aurais dit, voilà ce que j'envisage faire. Prenons par exemple, pour mettre fin à l'instabilité à l'est de la République, je pense qu'il faille aussi révoquer l'amnistie. Mais ça peut se faire au Parlement. Je voudrais, pour mettre fin à l'instabilité à l'est de la République, je voudrais qu'on se retire aussi du traité relatif à l'abolition du droit de l'homme, plutôt de la peine de mort. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que les gens sont habitués. Je vais entrer en prison, je vais coopérer, je vais sortir. Mais si 2 ou 3 personnes ont été abattues et tuées, vous pensez que les gens vont encore détourner dans ces pays? Vous pensez que les gens vont prendre encore des armes? Vous pensez encore que les gens vont se dire c'est dangereux? Parce qu'on est habitué. On dit nous avons la communauté internationale qui est notre complice. Ils vont exiger au gouvernement en place de nous accorder l'amnistie. Lorsque la République démocratique du Congo par le président Tshisekedi dit « Niet, nous n'allons pas négocier avec les terroristes », parce qu'à ce moment-là, les sœurs des terroristes sont connues. Il faut leur faire la guerre. Il faut les arrêter. Il faut les condamner. Mais vous allez les condamner à quelle peine? Aujourd'hui, les prisons sont archi-campes. Vous voyez ça? Mais il faut, pour ce qui est de la corruption, pour ce qui est du détournement, et pour ce qui est de tous ceux qui prennent les armes contre la République, il faut obligatoirement que l'on exécute la peine de mort. Pour laisser la place Pour laisser la place à qui? Pour laisser la place à certains innocents qui pas du tout. Pas du tout. C'est tout simplement pour prévenir. Si la peine de mort existe, prenons par exemple, je prends Vital Kamerhe qui détourne l'argent. Un jugement établi. Il va en cassation, on casse le jugement. OK? Aujourd'hui, il est dehors. Quelle est l'impression que vous donnez à la nouvelle classe politique? C'est-à-dire qu'on peut y aller et sortir, n'est-ce pas? Et pourtant, vous avez le droit qui est là. Mais si les détourneurs auraient été sanctionnés sévèrement, c'est-à-dire que moi, demain, lorsque j'entre dans les institutions, OK? Je me comporte différemment parce que je sais que ça peut se retourner, je peux perdre la chose la plus fondamentale que j'ai. Voilà pourquoi, élu député national, nous allons essayer de bouger les choses à travers notre production législative. Parce que je voudrais dire que moi, j'aurai des comptes à rendre tous les 3 mois. Parce que c'est tous les 3 mois qu'on retourne devant la base. Moi, je tiendrai des conférences de presse. Moi, j'ai déjà une panoplie de lois à proposer. J'ai beaucoup de choses à proposer. J'ai beaucoup de choses sur... aujourd'hui, nous parlons de la salubrité, par exemple. Mais il y a des mesures qui peuvent être prises par tous ceux qui pensent déjà à partir des quartiers pour arriver à résoudre ces problèmes-là. Merci beaucoup, maître. Le temps nous fait défaut. Vraiment. Alors, comme vous êtes à Moamba, le plateau est ouvert, on va vous convoquer cette fois-là. À Moamba, il faut dire Lemba, Limete, Ngaba, Kisenso et Matete. Et donc, je suis les candidats qui viendraient vers vous au moment opportun, je dirais à vous, à qui nous demandons de servir, de me donner plus de voix. J'ai même dit, je vais faire un deal avec l'opinion, avec la population, pour qu'on fasse de moi le meilleur élu. Pour que je m'en vante lorsque je serai au Parlement, pour dire, écoutez... C'est la même circonscription avec votre secrétaire général. Je sais que c'est la même circonscription, mais nous sommes en politique. Très bien, ok. Alors, on aura le temps de parler largement de cette question. On attend la campagne électorale. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous de nous avoir donné cette opportunité. Surtout la disponibilité. Merci à vous. Madame, Messieurs, ça a été un plaisir de passer ce moment patriotique avec vous. Je vous fixe rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup. Merci.